micro. Test micro, comme ça. Tu le laisses bien comme ça quand je te... Tu touches ton menton. Ok. Ah oui. Ouais, tu touches ton menton. Comme ça tu peux... Ok. Si tu tournes, Ok. ça reste là. Parce que... On m'entend? Ok. Comme ça. Et bien comme ça. Parce que si... Ouais. Donc comme ça. Bien contre. Oui, je parle doucement. Allô? Ok, comme ça. C'est bien? Parfait. Ouais, très bien. Donc je parle normal. Voilà, impeccable, nickel. On a que 2 personnes pour l'instant. Ça fait déjà 2. Bonjour, bonjour.
Bienvenue à cette masterclass Nespresso, masterclass qui démarre le Syrah. On est ravis de vous avoir avec vous. On n'est pas très nombreux pour le moment. Je pense que d'autres personnes vont arriver. On est 4 présents chez Nespresso aujourd'hui. Peut-être que tu peux te présenter, Léana. Bonjour à tous, du coup c'est Léana, experte sur la boutique de Lyon Jacobin. Bonjour, moi c'est Pablo, expert également, mais dans la boutique de Lyon Pardieu. Jocelyn, enchanté, donc expert café à la boutique Nespresso Lyon 5, dans le 6e arrondissement de Lyon. Voilà, enchanté. Et moi-même, donc formateur chez Nespresso, je m'occupe de l'accompagnement de l'ensemble des collaborateurs de chez Nespresso. Alors, on est ravis de vous avoir avec vous aujourd'hui pour démarrer ce salon. Et on va vous parler de différentes choses aujourd'hui. Mais de quoi, Léana ? Alors déjà, on va se parler café, forcément. Hein, c'est dans le thème de la journée et de cet espace. Et on va revenir un petit peu, finalement, en arrière pour déjà revoir les bases de Nespresso. Si la petite présentation veut bien marcher, voilà, on va se parler de notre histoire. Donc Nespresso a été créé en 1986 et depuis le début, notre promesse a toujours été d'offrir à nos clients des cafés de qualité de manière durable et de permettre finalement d'avoir un café constant au fur et à mesure des années. Donc en 1986. En 1986, effectivement, on a lancé Nespresso, ça date de 86, ça date déjà de quelques années. Avec 4 cafés à l'époque uniquement. Maintenant, il y en a beaucoup plus que ça. Pour la gamme qui nous concerne aujourd'hui, pour la gamme Pro, c'était 1996. Et on va se parler de 2 dates qui sont assez importantes finalement pour nous chez Nespresso. On va se parler de l'année 2003. Qu'est-ce qui s'est passé en 2003 ? Eh ben, nous avons intégré le programme AAA, un programme du coup qui a été mis en place avec Rainforest Alliance et qui permet du coup effectivement de promettre un café de qualité, de manière durable et une productivité. Donc au début, c'est un programme qui contenait à peine 300 caféiculteurs. Maintenant, on a la fierté que ce soit plus de 150 000 fermes qui soient concernées dans 15 pays différents, et ce qui donne que la majorité de nos cafés font partie de ce programme. Donc c'est une grande fierté. Et dernière fierté en date, petit spoil. C'est notre certification B Corp depuis 2022. Donc là encore, une grande fierté pour nous, puisque ça nous permet de nous ancrer finalement dans une certification qui est dure à obtenir et de montrer que nous voulons être dans la constance évolution, autant sur le point de vue sociétal qu'environnemental. Merci Léana pour ce petit aperçu de l'historique de Nespresso, et tu nous as rappelé notre promesse et quelques significations entre voilà, la certification B Corp dont on est très fiers. On vous propose aujourd'hui de découvrir 2 origines de Nespresso, 2 origines un peu spécifiques. Alors, il y a peut-être plus de journalistes que de participants. Qui veut bien se prêter au jeu de la dégustation ? Peut-être que vous pouvez vous rapprocher sur les deux tables juste devant. Voilà, rapprochez-vous de nous. Venez donc. Est-ce que vous êtes bien installés ? Oui, tout va bien. Alors, du coup, quand on se parle de dégustation, c'est un peu comme dans l'œnologie, finalement. On va se parler de 3 choses distinctes. Ça va être, dans un premier temps, la vue, dans un second temps, l'odorat, et puis enfin, le goût. Donc, on va faire les étapes au fur et à mesure, finalement. On a déposé sur vos tables, du coup, 2 coupoles avec la mouture directement des cafés qu'on va vous présenter aujourd'hui, pour vous permettre de regarder, finalement, les différences entre 2 variétés. Vous allez du coup ensuite avoir
qui arrive en ce moment. Les deux cafés qu'on va pouvoir déguster. Donc pareil, on va regarder le visuel de la créma. La créma, c'est la pellicule qu'on a au-dessus de notre tasse et qui va permettre justement de voir, d'avoir quelques informations sur le café qu'on va déguster. Ensuite, on passera à l'odorat. Donc, on va regarder si justement vous arrivez à détecter les odeurs différentes entre deux cafés. Et puis enfin, on parlera du goût et on rentrera un petit peu plus dans le détail avec mes collègues, du coup, sur les variétés qu'on vous propose aujourd'hui. Est-ce que le programme vous convient? Oui. On va attendre que vos cafés soient prêts pour qu'on puisse en parler ensemble. Et juste pour revenir sur ce que vous avez ici, donc la mouture café, le temps que toutes les dégustations arrivent, on peut déjà identifier certains éléments qui vont différencier les profils. Pour commencer, vous pouvez voir que la granulométrie n'est pas la même. La finesse de mouture peut être très aléatoire en fonction des cafés. D'accord ? Et vous pouvez avoir des moutures aussi plus ou moins brunes. D'accord ? Donc ça, en l'occurrence, ça pourrait expliquer une torréfaction plus ou moins importante. Donc vous voyez, rien que la mouture nous donne des éléments déjà de base sur le profil que vous allez déguster. Voilà. Vous arrivez à détecter une différence par ici? Plus fin. On va voir pourquoi ensuite. Vous arrivez à trouver une différence? Oui. Oui. On regardera. Et du coup, vous allez voir, on va vous servir les deux profils sur des verres, certes quelque peu similaires au niveau visuel, mais vous verrez que les diamètres d'ouverture sont différents, pour justement faire ressortir des notes peut-être différentes aussi. On ne vous en dit pas plus. Les verres de dégustation par excellence. Peut-être le visuel déjà. Ouais. Donc visuellement, pour ceux qui ont tout, du coup, comme mon collègue vous disait, vous allez avoir une différence de couleur au niveau des moutures et également au niveau de vos verres. Donc vous avez le diamètre un peu plus serré et le diamètre un peu plus large pour ceux qui ont déjà les deux. Une différence très légère au niveau du visuel de la créma. Oui, vous avez les deux, vous pouvez. Donc c'est très léger, vous pouvez le retrouver également sur votre mouture. Et en fait, ces différences de couleurs ne sont pas faites dues au hasard, hein, finalement. Ça va vraiment être grâce à toute la chaîne de ce qui se passe avant la capsule, finalement, qu'on a le résultat. Donc, si on voulait résumer, sur les cafés avec des notes un peu plus douces, vous allez avoir, je ne sais pas si vous constatez pareil, une créma qui va être un petit peu plus claire. Est-ce que vous voyez comme moi? Donc là, pour vous, vous avez le diamètre du coup qui est ici, légèrement plus clair. Ça se remarque un peu plus sur les moutures finalement que sur les verres à dégustation. Et après, comme on le disait, du coup également des textures qui seront différentes. Donc là, vous n'allez pas casser votre créma tout de suite, mais des textures qui sont un petit peu différentes. Et ce que vous pouvez retrouver aussi dans vos coupoles. Qu'est-ce qu'on en pense? Vous repérez un peu les différences? Oui. Merci. Il y a un des deux cafés, on a l'impression qu'il est beaucoup plus gourmand, plus sucré, et l'autre plus amer. Au visuel, effectivement, on est pas mal. Est-ce qu'on ressent les mêmes choses de ce côté-là de la table? Visuellement? L'un était plus clair, avec une
créma qui était un peu plus persistante. Effectivement, jusqu'ici, vous avez tout juste. Donc, en fait, ça va être grâce à tout le travail d'avant, comme je vous disais, donc la torréfaction. Les cafés qui sont plus torréfiés vont avoir finalement une couleur de créma et de mouture plus foncée, et la mouture sera plus fine. Un café qui sera plus doux aura une créma plus claire, plus légère, et pareil, la mouture, pour le coup, sera un peu plus épaisse. J'aime bien prendre l'exemple, dans un verre, on met du sable et dans l'autre, on met des cailloux. On verse un verre d'eau, l'eau va s'écouler plus vite dans le verre où il y aura des cailloux. Et bien c'est pareil avec le café. Du coup, on va passer à la partie olfactive maintenant. Donc, je vous ai vu, vous avez déjà commencé à sentir un petit peu. Vous allez avoir du coup le café qui a le diamètre le plus large, une vivacité dans le ressenti. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir ce côté un petit peu plus piquant finalement. Par rapport à l'autre variété. Vous avez des notes normalement qui sont différentes quand on le sent. Donc ouais, diamètre plus large, une vivacité un petit peu plus marquée finalement. Et donc ça, c'est tout à fait pareil. C'est en fonction finalement des terroirs qu'on va choisir, du pays producteur, vraiment la base qui va ensuite nous donner des notes à l'odeur totalement différentes d'un café à l'autre. On va du coup passer le relais, on va passer à l'étape suivante. Merci Léana pour cette belle intro. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire un bon café, comment est-ce qu'on arrive à créer ce type de variété. Ça va se passer en plusieurs étapes. La première, on va être sur la matière première, donc tout simplement le café, le grain, mais ça va dépendre d'énormément de facteurs. Donc déjà le pays producteur dans lequel il va pousser, donc sur 2 terroirs différents comme on a vu juste avant, entre la Colombie et l'Indonésie, en termes de climat, en termes d'ombrage, en termes d'humidité, ce sera complètement différent. On a également le sol qui va jouer. Si on est plus sur des montagnes un peu abruptes, avec un sol volcanique, ça va donner plus de minéraux à notre caféier, du coup un aspect un peu plus tenace et un peu plus vivace en bouche. Alors que si on est sur un sol plutôt sec, comme un sol éthiopien, on va complètement changer. Et bien sûr, l'altitude. Chez nous, on a la chance d'avoir des cafés qui peuvent aussi bien pousser à 200 mètres, comme un café des Galapagos, donc qui va pousser au bord de la mer, comme des cafés éthiopiens qui vont pousser à des monts culminants et on va arriver dans les 4000 mètres. Tous ces facteurs donc, vont énormément changer, excusez-moi, le goût du café. Le deuxième facteur, on va être sur le savoir-faire. Le savoir-faire qui va dépendre du savoir-faire du caféiculteur, avec les méthodes de séchage et les techniques de lavage des grains, de dépulping, ce genre de choses. Et également notre savoir-faire à nous, donc ce qu'on parlait tout à l'heure, la torréfaction, la mouture que vous avez juste devant vous, la granulométrie, ce genre de choses. Ensuite, on arrive à la fameuse capsule Nespresso. Donc, pourquoi est-ce qu'on a créé une capsule Nespresso ? Et ben en fait, on l'a créée pour contrer un problème. Le café, le pire ennemi du café, c'est l'oxygène. Vous pouvez peut-être le constater devant vous, si vous voulez ressentir les coupoles de mouture de café. Les saveurs des cafés vont descendre drastiquement au contact de l'oxygène. C'est pour ça que du coup, nous, on a choisi de créer une dosette pour pouvoir préserver les arômes et pouvoir garder un café de qualité constant dans chaque tasse. Et également pouvoir changer de variété aussi bon qu'on le veuille. Si on arrive sur un café colombien et qu'on a envie d'avoir une petite pointe d'acidité ou ce genre de choses à la fin du repas, si on veut un café un peu plus fort en bouche, on peut également changer les décaféinés. Et on propose également une gamme d'aromatisés, comme des cafés au caramel par exemple, pour accompagner un dessert. Et pour finir, nous avons la machine, que je résumerai simplement grâce à la simplicité d'utilisation des dosettes. Vous avez juste à poser votre dosette, à appuyer sur un bouton, et avec une touche, vous pouvez gérer les programmes que vous voulez, pas besoin de faire des réglages sur la mouture, etc. Parce que ça, du coup, c'est déjà fait avec la dosette. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la Colombie ? Et ben, la Colombie, on va être du coup sur le café qui se trouve devant vous avec la coupole la plus serrée au-dessus. On est donc sur le 3e pays producteur de café et on va être sur pour revenir aux étapes qu'on a vues juste avant, sur un terroir qui est très, très volcanique. Là, on est sur un café qui pousse dans la région de Tolima. Donc, on est sur
sur une région avec un grand volcan central qui va servir à, comme je le disais, offrir un sol volcanique plus riche en minéraux pour avoir plus de structures en bouche. Et également une belle chaîne de montagnes qui va servir d'ombrage à nos cafés. On est aussi sur une altitude à 1800 mètres sur l'équateur. Et les cafés colombiens, par principe, on est plus sur des cafés qui vont apporter une note fruitée, on appelle, donc plus une petite acidité que vous pouvez ressentir à ce niveau-là. Je vous invite à le goûter, si ce n'est pas déjà fait pour certains. Ouais. Ce sera celui avec... Excusez. Ah, ok, excusez-moi. Ok. Vous sentez un petit peu le... Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ce café, du coup? Il est équilibré et il reste bon en bouche. Ouais. Donc voilà ce qui est affiché à l'écran. On a plus de 42 000 fermes en Colombie. On est plus sur des variétés Arabica pour pas avoir trop justement d'amertume, de côté trop tenace avec la variété Robusta. Et comme je vous ai expliqué, on est plus sur des notes un petit peu vineuses, un petit peu fruitées, un petit peu acidulées. On a bien sûr plein d'autres cafés dans notre gamme, dont le café Indonesia, dont mon collègue Jocelyn va vous parler tout de suite. Donc là, du coup, on va changer de continent. Comme disait mon collègue, on va se rendre maintenant en Indonésie, et notamment sur l'île de Sumatra. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, l'Indonésie, c'est le 4e producteur mondial de café, donc juste derrière la Colombie. D'accord ? Donc, historiquement, l'ensemble des îles indonésiennes produisent du café, mais c'est principalement l'île de Java et l'île de Sumatra où on produit la plus grosse quantité de café. Alors, nous, on va se focaliser sur la province d'Aceh, qui est la province la plus au nord de Sumatra, et qui a un terroir très particulier. Donc, ce sont des hauts plateaux. Et il y a un taux d'humidité qui est vraiment très très élevé, ce qui implique en fait un procédé de transformation de la matière première qui serait un peu différente. D'accord ? Donc nous, dans cette région, on travaille avec la coopérative Arakayani Gayo, qui signifie « voici la lumière de Gayo ». Gayo, c'est la tribu ancestrale de ces terres, donc c'est eux qui produisent du café principalement là-bas. Et donc, on utilise une technique assez particulière, on appelle ça le déparchage humide. Alors, ce qu'il faut comprendre dans le café, c'est qu'on doit respecter différentes étapes pour, si je peux me permettre, on peut se prendre une petite cerise, tu peux la présenter. Parce qu'en fait, l'objectif d'un producteur de café, c'est vraiment de partir de la cerise et d'arriver du coup à extraire 2 grains de café, parce que vous avez 2 grains de café dans la cerise. Et pour ça, il doit respecter différentes étapes qui sont très importantes, notamment le dépulping. Le dépulping, c'est justement le fait de retirer la pulpe de la cerise. On respecte aussi une étape de fermentation, où là, en fait, on va tenter par un effet microbiologique de dégrader du coup la chair. Et enfin, on a la période de séchage. La période de séchage est très importante puisque, en général, on doit atteindre un taux d'humidité à 10% pour que le café soit valable à l'exportation. D'accord ? En Indonésie, c'est un peu différent parce qu'on va respecter toutes ces étapes, mais on va avoir 2 étapes de séchage. On va avoir une première étape, et ensuite, on va aller retirer ce qu'on appelle la parche du café. C'est comme sur une cacahuète, la petite pellicule qu'il y a autour, et qui normalement protège ce grain. Là, on va être obligé de le retirer à 40% d'humidité pour justement que le café ne pourrisse pas dans un environnement où l'humidité est très élevée. Et ensuite, on va ressécher le café. Et à partir de là, ce qui est particulier en Indonésie, c'est que le grain de café n'est pas de cette couleur-là, il sera quelque peu bleu. Et ça, c'est l'impact du coup du second séchage sans sa petite pellicule protectrice qui fait que vous atteignez une couleur un peu bleue. Et après, si on doit reporter ça sur la dégustation, comme disait mon collègue, sur les profils colombiens, on est sur des cafés assez vifs, gustativement, beaucoup d'acidité. D'accord ? Là, on est quelque peu aux antipodes, puisque le fait de transformer la matière première de cette manière encourage plutôt l'amertume à se développer. Donc on va se parler de notes boisées, mais également de notes de tabac. Donc c'est une amertume présente, il y a aussi peut-être plus de persistance. Et je ne sais pas si vous avez pu aussi identifier peut-être une différence au niveau de la densité du pois en bouche. Parce que ce process de transformation entraîne aussi un côté un peu plus sirupeux au niveau de la texture. Donc l'amertume, normalement, vous le ressentez vraiment en fond de langue, alors que l'acidité, elle sera plutôt à l'avant. Voilà.
Donc là, on a fait exprès en quelque sorte de prendre des cafés totalement en contraposition pour que vous puissiez à la fois distinguer ce que représente vraiment de l'acidité en bouche et sur un second profil plutôt de l'amertume. D'accord ? Et pour finir, je voulais revenir aussi sur un élément. Ah, mon petit Pablo, tu pourrais me récupérer la boîte de café, s'il te plaît, Indonésia, qui doit être derrière. Merci beaucoup. Donc on voulait vous parler aussi, alors je vais vous transmettre l'information. Est-ce que vous êtes connaisseuse de ce label, le label Fairtrade, qui est un label assez réputé dans le monde du commerce équitable? Merci beaucoup. Enfin. Donc oui, c'était important aussi de revenir sur ça, parce qu'on travaille certes l'organique avec des labels, par exemple sur les parties colombiennes ou parties congolaises. Enfin, on a pas mal de cafés organiques. Et on travaille aussi tout ce qui est commerce équitable. Donc à la base, de par notre programme interne, on est déjà sur une thématique de commerce équitable depuis des années. Mais en soi, là, ça permet, lorsqu'on travaille main dans la main avec Fairtrade, de pouvoir du coup, comment dirais-je, proposer aux producteurs des conditions de vie et de travail qui sont bien sûr confortables, des rémunérations aussi plus équitables, ça c'est important. Et puis on a aussi tout un projet pour développer des pratiques agricoles plus durables. Et ça c'est important aussi, parce qu'on ne peut pas faire de la qualité, être productif et produire sur des décennies sans prendre en compte du coup toutes ces parties environnementales et sociétales. D'accord ? Juste pour donner un petit exemple, parce que c'est l'exemple qui ressort sur l'Indonésie, mais si un jour vous voulez vous informer sur le site Nespresso ou sur le site Fairtrade, il y a beaucoup de projets qui sont mis en place. Et notamment, depuis quelques années, on crée ce qu'on appelle des fonds de retraite. On finance des fonds de retraite pour les producteurs, parce qu'on s'est rendu compte, alors en Indonésie, mais aussi en Colombie, que lorsqu'un producteur arrête son activité, et automatiquement, il passe sous le seuil de pauvreté. Parce que pas assez d'aide, on n'est pas vraiment dans des états-providence, donc les moyens sont très légers lorsqu'on arrête de produire. Et donc c'était de se dire, nous, on les rassure, on leur permet d'avoir une seconde vie agréable après du coup, leur métier d'agriculteur, de producteur de café. Et c'est surtout de se dire, nous, ça nous permettra aussi de fidéliser les futures générations. Parce qu'une personne de 25 ans dans sa région qui voit son père en difficulté toute sa vie parce qu'il n'est pas assez rémunéré, et qu'ensuite, à la retraite, il sombre aussi au niveau financier, il n'aura peut-être pas envie de reprendre la production de son père. Donc c'est de se dire, voilà, nous, on essaye du coup de mettre en place des choses aussi pour les générations futures là-bas et qui puissent perpétuer du coup les traditions aussi de leurs parents. Voilà. Merci Jocelyn, merci Pablo pour ce voyage en Colombie et en Indonésie. Et maintenant, pour finir, peut-être rappeler du coup ce qui fait l'identité de Nespresso. Et Léana, je te laisse nous expliquer nos 5 principaux avantages. Alors déjà, on a pu vous faire découvrir 2 cafés de notre gamme professionnelle. Il y en a une vingtaine d'autres supplémentaires à découvrir, ce qui fait qu'on a la journée entière. On ne se couchera pas tôt ce soir. Et encore après, sur les gammes complètes, on en a plus d'une centaine, ce qui est énorme. Donc les 5 finalement avantages à choisir Nespresso, c'est la qualité, comme ont pu vous présenter mes collègues. On est sur des cafés qu'on veut créer de A à Z pour un résultat en tasse, comme vous avez pu le constater. C'est également le choix de pouvoir changer, passer d'un café colombien à indonésien sans même s'en rendre compte. C'est la fraîcheur grâce à notre capsule, du coup, qui protège notre café et c'est hyper important qu'on puisse avoir en tasse un résultat finalement aux attendus et avec tout le travail qu'on met derrière, il ne faudrait pas non plus le gâcher. C'est la simplicité également, avec des machines qui sont super simples d'utilisation et qui vous permettent de passer d'un café de Colombie à un décaféiné, à un aromatisé en quelques secondes, et de pouvoir du coup ravir finalement le palais de tout le monde. Et tout ça en respectant finalement l'environnement au plus possible. On se donne vraiment à cœur pour que nos caféiculteurs finalement aient une vie, des conditions de travail qui coïncident avec nos valeurs. C'est hyper important pour nous. Sans eux, il n'y aurait pas de café, il n'y aurait pas de capsule. Nous, on ne serait pas là en train de vous les présenter non plus. Du coup, c'est vraiment important pour nous de s'engager environnementalement parlant pour pouvoir finalement satisfaire tout le monde et que au niveau du goût, ça vous convienne aussi à la fin. Merci Léana. Pour finir, on va vous proposer de comparer cette dernière mouture que je viens d'ouvrir avec celle-ci et nous dire s'il y a une différence, si vous observez une différence. Donc il y a une première qu'on a ouverte il y a une demi-heure
et celle que je viens de vous faire passer, je viens à l'instant de l'ouvrir. Vous devriez trouver une différence, j'espère. Si vous ne la voyez pas, ce n'est pas grave. En tout cas, on voulait vous remercier pour, pour votre attention, pour cette masterclass en petit comité. Et on reste complètement ouvert à toutes vos questions. Pour en savoir plus, on vous propose 2 éléments. D'abord, un petit QR code pour aller explorer nos pays, pour aller voir nos actions dans les pays. Vous allez pouvoir aller jusqu'à la ferme et voir l'ensemble de nos 150 000 producteurs. Ils sont tous référencés sur une carte mondiale. Et puis, un autre QR code qui renvoie sur notre site internet qui s'appelle Nespresso Agi pour tout savoir sur nos engagements. Merci à vous. On reste disponible pour vos questions. Et puis, on vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup. Coffee beans with or without caffeine? Gladly, both. Fraîchement moulu, pas en capsule. Avec 2 broyeurs pour 2 variétés de café différentes.
Ok, c'est bon. Bonjour. Ah ouais, c'est... Voilà. Je vais lui... Oh, pardon. Il faut qu'on sorte et après on va rentrer. Ah oui comme ça. Oui, pour la vidéo. Et ça, c'est pour passer la slide. Ça, tu passes, ça, tu... On se cache. Ça, c'est... On nous donne le top quand il faut qu'on rentre. Il faudra bien qu'on longe la table. Bien sûr. Pour votre participation à cet atelier aujourd'hui autour de la dégustation de café.
Nous sommes ravis d'être là, d'être présents aujourd'hui grâce au collectif Café et au CIRA. L'idée de cet atelier, on a 45 minutes ensemble, c'est vraiment de découvrir ce que c'est la dégustation de café. Qu'est-ce qui est important en fait dans ce qu'on va appeler le cupping, quelles sont les différentes étapes. Et l'autre idée aussi, c'est de vous expliquer un peu qui on est, notre rôle dans la filière, et vous parler aussi de qui est le collectif Café. Donc, je reprends mes petites notes, excusez-moi. Donc on a le collectif Café, c'est une organisation en fait française qui fédère les acteurs autour de la filière café. Donc les producteurs, les importateurs, les torréfacteurs, les distributeurs, les baristas, vraiment tous les acteurs de la filière. Et leur but vraiment, c'est de prôner une filière vraiment durable, tous ensemble. Et ça passe par de la formation, de l'accompagnement. Et aujourd'hui, ce collectif, c'est 300 membres torréfacteurs en France. Donc, pour vous expliquer un peu qui nous sommes, donc nous, on est Belco, on est sourceur et importateur de café vert, cacao et équipements. On est basé à Mérignac, à côté de Bordeaux. On a aussi une implantation via des bureaux des collègues qui sont à l'origine, dans différentes origines. Et notre rôle en fait dans la filière, c'est vraiment on se positionne comme défenseur de filière. Nous, on est là pour prôner une filière durable. Et la durabilité, elle passe par la relation. Donc vraiment d'avoir cette proximité du producteur jusqu'au torréfacteur pour proposer derrière aux consommateurs un café de qualité le plus éthique possible et durable. Moi, je suis Marion, commercial café chez Belco depuis maintenant 3 ans. Et mon but, c'est vraiment d'accompagner les torréfacteurs pour vous proposer des super tasses de très bonne qualité. Et Denis aussi. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Denis, je fais partie de l'équipe qualité et formation de Belco. Donc la qualité chez Belco, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment notre premier travail, ça va être d'évaluer les cafés. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Pas d'évaluer, on n'est pas là pour juger un café, on est là pour essayer de le décrire. Donc c'est ce qu'on va essayer de vous accompagner pour travailler 4 cafés de torréfacteurs partenaires qui nous permettent de pouvoir évaluer une des qualités. Comment on évalue la qualité? Vous pouvez le voir sur le diapo. Petit problème technique sur le... Alors ici, comment on reconnaît un café de qualité? Alors nos confrères de... reconnaître le café de qualité, c'est quoi? Donc il y a différents déterminants. Comment vous pouvez vous retrouver à évaluer la qualité à travers votre partenaire torréfacteur? C'est déjà, premier point, ça va être de pouvoir un café qui pousse dans des bonnes conditions. Dans des bonnes conditions, c'est à la fois, on parle de l'arbuste qui fait pousser des cerises, mais on parle aussi du producteur. Le producteur et son bien-être. Dans un environnement qu'on appelle le terroir. Le terroir, on peut le définir de plusieurs façons. Les éléments importants, évidemment, c'est le climat et le sol. Le producteur ne peut rien faire sur le climat, il peut faire des choses sur le sol. Donc déjà, on voit que le producteur essaie de travailler un sol qui est plus ou moins fertile, et c'est une des difficultés aujourd'hui de la filière, dès un climat qui aussi peut être déréglé. On voit certaines régions, exemple en Colombie, qui peuvent subir des dérèglements climatiques aujourd'hui. Donc ce producteur qui travaille donc, a des problématiques environnementales, évidemment. Il y a aussi des problématiques sociales. Problématiques sociales, le producteur va devoir embaucher de la main-d'œuvre, qui est difficile. Il va devoir aussi peut-être transmettre la ferme à ses enfants. Et aujourd'hui, c'est un métier qui est difficile. Donc c'est comment on peut évaluer la qualité, en tout cas chez Belco. C'est la tasse, on va le faire là, mais aussi tout ce qui est autour de la tasse. Et ces compléments, c'est l'addition de ces qualités qui fait toute l'expérience que vous avez d'un café. Donc vous avez donc une cerise, ça c'est important, c'est un fruit. Ensuite, il va être transformé en café vert, transporté, analysé et extrait. Nous, aujourd'hui, on va se dédier à un protocole qu'on utilise dans toute l'industrie qui s'appelle le protocole de cupping. Et Marion va vous le présenter. Ouais.
Pour vous expliquer rapidement ce qu'est un protocole de cupping avant de passer à la dégustation, c'est vraiment une méthode en fait standardisée selon différentes étapes et qui nous permet d'avoir un langage commun avec les différents acteurs de la filière. Donc vraiment avoir le même langage avec les producteurs, avec les torréfacteurs, nos clients, et ça nous permet du coup d'analyser et de contrôler si le cahier des charges du café qu'on a déterminé avec le producteur est respecté ou non. Donc via ces différentes étapes, et pourquoi il y a justement le côté standardisé, c'est parce que c'est le même grammage de café, la même quantité d'eau, la même température, la même mouture, etc. Donc on va avoir différentes étapes. Déjà on va moudre le grain de café, donc là il est déjà moulu pour la présentation. Ensuite, on va avoir l'analyse de la mouture à froid, ensuite à chaud. Après, nous allons ce qu'on appelle casser la croûte et après, nous allons déguster le café en fonction de différentes températures, à chaud, tiède et froid. Et ce que je vous propose, c'est de pouvoir vous avancer tous les quatre pour qu'on puisse, même un peu plus, pour qu'on puisse commencer à faire cette analyse. Alors n'hésitez pas, la dégustation peut être très rapidement impressionnante, parce qu'on peut être perdu. L'objectif, c'est vous donner des clés d'analyse. Les clés d'analyse, ça va être d'abord se poser, au lieu de se poser une question, qu'est-ce que je dois évaluer ou est-ce que c'est un café de qualité, se poser plusieurs questions. Les premières questions qu'on va se poser, c'est sur ce qu'on appelle la mouture sèche, comme l'a dit Marion, c'est-à-dire la voie orthonasale. La voie orthonasale, ça va être le moment où on vient sentir par le nez vers le bulbe olfactif. Donc je vous invite à prendre les cafés, on va commencer par ce café-là, si ça vous va. Commencez ce café-là et on fera dans ce sens-là. D'accord? Donc vous allez prendre le bol si vous voulez, ou sans prendre le bol, ou sentir directement la mouture. Et essayer de trouver les mots. Le plus dur, c'est de faire le lien entre la perception et l'expression. Exprimer, mettre des mots dessus. Donc ça va être un premier challenge pour vous. Essayez de trouver des familles aromatiques. Et après, sinon, on peut aussi évaluer, est-ce que c'est intense que je sens ou pas? Peut-être qu'il y a différentes intensités. On a peu la chance de goûter des cafés l'un à côté de l'autre. Contrairement peut-être à une bouteille de vin ou de la bière, où on a la chance, sur un même repas, de pouvoir comparer. Et comparer, c'est déjà une première avancée pour évoluer ou apprendre à la dégustation. On arrête de parler, on commence à déguster. Je vous en prie. On garde nos mots, nos expressions pour soi, on n'essaie pas d'influencer les autres. Je vous en prie. Là, on vous présente 4 cafés de 4 torréfacteurs français qui sont adhérents au collectif café. Donc, qui permet de mettre en valeur à la fois l'origine, on a dit que c'était une des qualités, c'était l'origine du café, et aussi leur savoir-faire, le savoir-faire du torréfacteur. Dès qu'on a fini le tour de la partie orthonasale, le nez, on va pouvoir mettre de l'eau à plus de 90 degrés pour essayer de bien infuser le café. Quand tu veux. Donc là, on va lancer le chrono. Lancer le chrono, comme l'a dit Marion, on est sur donc, un protocole de cupping. Un protocole se doit d'avoir toujours les mêmes constantes. Mêmes constantes, donc comme on l'a dit, le même poids de café, la même quantité d'eau, à la même température. On va casser la croûte. Vous voyez qu'il y a une croûte qui s'est formée, plus ou moins importante, qui est une sorte de bouclier aromatique. À 4 minutes, on va casser la croûte. On vous montrera et vous essayerez de le faire aussi. Et ensuite, on attendra jusqu'à la 10e minute d'infusion avant de pouvoir déguster. Pourquoi on attend autant de temps? C'est aussi pour que notre corps puisse accepter la chaleur du breuvage. Si c'est trop chaud, ça va être trop intense pour nous.
Donc là, on va pouvoir sentir la mouture à chaud. Je vous demande juste de faire un tout petit peu attention à la table. Il faudra juste passer, comme on a fait tout à l'heure, dans le même ordre et regarder un peu ce que vous analysez maintenant sur quels arômes se dégagent en fait quand la mouture est mouillée. Je vous laisse prendre les devants. Voilà, quand Marianne parle de la table, c'est vrai que si on fait des mouvements de table, on va aussi agiter les bols et donc peut-être perturber l'extraction. Est-ce que déjà vous commencez à sentir des différences à froid et à chaud? Ouais. Ok. Plus intense? Ok. Et vous? Lequel vous a... Après, par préférence de goût, le troisième, parce qu'on est un peu basé sur du fruit rouge, j'ai l'impression. C'est pas mal. Le premier, je pense qu'il est un peu il va manquer de développement à la torréfaction. Le deuxième, il est pas mal, il est équilibré. Le troisième, il est vraiment sympa, mais c'est un anaérobie, un peu normal. Et quatrième, à revoir. Au revoir. Ok, super. C'est une première analyse en tout cas, et puis après on va voir les étapes pour la suite. Au niveau du ce qui est intéressant, ce que vous venez de dire, c'est que finalement on commence déjà à se faire une première opinion des cafés. Et la première opinion des cafés, c'est comment on peut à la fois l'enregistrer, mais à la fois s'en détacher. Parce que si on garde finalement si on ne se libère pas de ce qu'on a déjà noté, on va juste essayer de confirmer ce qui a déjà été noté, et on l'a fait que par le nez. L'objectif, c'est après de passer de l'orthonasal au rétronasal, c'est-à-dire le prendre dans la bouche et pouvoir agiter ces molécules-là pour essayer d'analyser toute l'étendue du café. Qu'est-ce qu'on va analyser quand on va le déguster tout à l'heure? On va analyser évidemment la partie aromatique, qui est hyper importante, et voir la richesse que peut proposer déjà 4 cafés différents de 4 torréfacteurs différents. On va aussi pouvoir évaluer l'acidité de ce café-là. Est-ce qu'elle est intense ou pas? Est-ce qu'elle est persistante ou pas? On va aussi se concentrer sur le corps. Le corps, ça va être le poids que vous allez avoir en bouche, et aussi la texture, la longueur en bouche. Qu'est-ce qui me reste après avoir avalé mon café? Est-ce qu'il me reste déjà de l'aromatique plaisante ou pas pour nous? Et là, on va essayer de se mettre dans la peau d'un consommateur. La peau d'un consommateur, c'est est-ce que j'aime ou j'aime pas? Et après, on pourra analyser. On va casser la croûte, ça fait 4 minutes. Vous allez pouvoir vous rapprocher. C'est ça, je pense. Je pense que vous savez casser la croûte. Donc vous allez mettre sur ce café-là. Si vous voulez casser les croûtes aussi, des cafés 3 et 4. Je vais vous montrer. Donc d'abord, on va rincer sa cuillère. Et entre chaque tasse, on rincera toujours sa cuillère dans l'eau qui est prévue à cet effet au milieu. Et ensuite, vous allez voir, je vous montre d'abord dans l'eau, on va rester à la surface comme ça et casser en faisant 3 mouvements pour casser la croûte et sentir ce qui s'en dégage. Dès qu'on a fini, vous voyez qu'il y a Ton micro. Là, on a fini. Il nous reste là une émulsion de CO2 et de gras au-dessus, qu'on peut apparenter à de la créma. Cette créma, donc cette émulsion de CO2 et de lipides, on va l'enlever afin de pouvoir ne pas être altéré pour la dégustation. Je peux vous inviter à goûter cette créma. Ça sera surtout amer et asséchant. On ne veut pas ça. Donc, après la 4e minute, quand on a cassé la croûte, vous avez peut-être déjà senti une aromatique différente par rapport à ce que vous aviez senti avant infusion de l'eau. On va à présent attendre jusqu'à la 10e minute pour commencer à découvrir ces cafés.
je ne sais pas si vous avez déjà fait le test de goûter, justement, comme disait Denis, cette huile qui se forme au-dessus, mais c'est quand même assez amer et asséchant. Donc, vaut mieux l'enlever. Oula, pardon. Elle l'a enlevé. En attendant la 10e minute, il nous en reste 3. On va essayer de meubler. En tout cas, on a plein de choses à dire. La première chose, je voyais que vous regardiez cette fiche. Ça, c'est la fiche que nous, on utilise tous les jours à la qualité pour évaluer un café. Donc, vous voyez, une ligne égale un café. Donc, ici, on est sur une grille que l'on peut qualifier de complexe. Elle est complexe parce qu'à la fois, on vient essayer d'évaluer des intensités et des qualités. Et en plus de ça, on va essayer d'être calibré. Être calibré, c'est pouvoir évaluer dans le même sens. Pour ça, il existe des diplômes internationaux qui permettent de pouvoir travailler cette calibration. Mais ce qui est important, nous, en tant qu'importateurs, notre mission, c'est de pouvoir exposer un potentiel de café. Un potentiel via cette fiche-là. On vient évaluer un potentiel, qu'est-ce que le café a en lui. Ensuite, les adhérents du collectif café, ici les torréfacteurs présents, vont eux avoir chacun leur savoir-faire, leur vision sur ce potentiel pour essayer de le mettre en avant d'après leur valeur, d'après leur vision du café. Donc finalement, nous, on est sur une qualité qu'on peut dire intrinsèque du café vert et de potentiel de dégustation. Les torréfacteurs du collectif café, eux, vont avoir une qualité qui peut être plutôt un regroupement de leur vision et de leur choix. À travers, et un de leurs choix, c'est peut-être choisir